Vas-y, Parfait. Kathleen. Donc, je vais y aller avec le mot de bienvenue. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui là, pour cette rencontre d'information publique sur le budget participatif. Ce n'est pas la première fois que vous me voyez parler du projet Vivre et vieillir ensemble, mais aujourd'hui, on est là pour aborder, parler du budget participatif comme d'un moyen, dans le fond, de pouvoir soutenir des projets dans la communauté. Donc, aujourd'hui, on va pouvoir faire cette présentation-là, si on peut dire. J'ai des membres du comité de pilotage parce que notre projet est quand même en collaboration avec des gens des quartiers ruraux et j'ai quelques personnes du comité de pilotage qui sont ici aujourd'hui. Je ne sais pas si vous souhaiteriez peut-être vous présenter puis dire quel village, excusez-moi, village, quartier vous représentez. Excusez-moi ce retour dans le temps. Si, pour ceux qui veulent y aller, là. OK, ben, je vais y aller. Carole Boucher, quartier Clérici. Moi, je suis président du Club L'Orge d'Or, puis je fais partie du conseil de quartier. Bonjour, Carole. OK. Micheline McFadden, je représente le quartier Montbéliard, présidente du cercle de fermières à Montbéliard et présidente aussi du journal de quartier Montbéliard en bref. Et je fais partie du comité pilotage depuis le début. Bon, bonjour, merci Micheline. OK, moi je peux passer mon tour, m'a passé à mon tour, oui. Bonjour, Maurice Mignot, je suis dans le quartier Montbrun. Je fais partie du comité de pilotage aussi, puis je siège sur à peu près 6-7 organismes avec la ville et différents groupes. C'est beau. Merci. On voit que, est-ce qu'on avait d'autres personnes qui étaient avec nous sur le comité de pilotage? Oui, on a François. Bonjour, donc François Vézina, je suis organisateur communautaire du côté du CISAP, ici à Rouyn-Noranda, puis j'accompagne la démarche depuis le mois de janvier, donc bien heureux de pouvoir participer cet après-midi. Merci. Parfait, merci François. Si je n'oublie pas personne, je pense qu'au niveau là, du comité pilotage, ce sont les membres qui étaient présents. Donc, merci à vous. Sans plus tarder, je passerai la parole comme je crois qu'elle l'a fait de façon quand même succincte. Là. Donc, Anne Gauthier, qui est là aujourd'hui du Centre d'écologie urbaine de Montréal, qui est dans le fond un organisme qui nous accompagne dans le processus de budget participatif parce qu'on avait une belle idée de mettre en place ce genre de levier-là, de système-là pour soutenir des projets, mais on se rend compte que c'est quand même plus complexe. Donc, on est bien content d'avoir le soutien de cet organisme-là. Donc, je vais lui céder la parole là, pour nous rapporter les objectifs de la rencontre puis de poursuivre par la suite. Donc, à toi, Anne. Merci beaucoup, Kathleen. Donc, je vais me représenter à nouveau pour le bénéfice de tous ceux qui vont nous écouter en rediffusion. Donc, mon nom, c'est Anne Gauthier, Centre d'écologie urbaine de Montréal. Je suis heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Le Centre d'écologie urbaine à Montréal, on s'intéresse au budget participatif depuis 15 ans. On a développé une expertise, on a accompagné plusieurs villes à mettre en place un budget participatif. C'est une démarche qui se fait un peu partout dans le monde, qui est très populaire en expansion. Donc, je fais aussi partie d'un comité international sur les budgets participatifs. Donc, et je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. C'est une des premières fois qu'un organisme met en place un budget participatif. Normalement, c'est les villes, mais tout le monde peut en faire une démarche. Donc, c'est super intéressant pour nous de vous accompagner là-dedans. On apprend des bien belles choses. Et donc, voilà. Donc, je vais animer avec Kathleen aujourd'hui la séance. On va sauter. Donc, nos objectifs. Donc, on veut vous informer sur le budget participatif. C'est quoi un budget participatif? Et aussi, le budget participatif, vivre et vieillir ensemble dans nos quartiers ruraux. Qu'est-ce que ça représente? On veut vous faire connaître les critères d'admissibilité des idées de projets que vous pourrez déposer. Et donc, vous introduire la phase de collecte d'idées et les outils qu'on met à votre disposition pour vous aider à faire émerger des idées.
Donc, on va passer une première partie informative sur le budget participatif. Après, on aura une première période de questions d'environ 15 minutes. Puis, on va se concentrer sur comment soumettre les idées et et les outils qui sont à votre disposition. Et on aura une autre période de questions de 10 minutes. Puis, on évaluera ensemble la rencontre pour savoir comment vous avez trouvé ça. I have to go upstairs, Bernie. Donc, je vais juste fermer le son. Oui, parfait. Donc, j'aimerais savoir qui est présent avec nous aujourd'hui. On a commencé tantôt à se présenter. Donc, on a un petit brise-glace. Si vous acceptez de vous présenter en nous disant votre nom, si vous représentez un organisme ou si vous habitez un quartier, et votre niveau de connaissance du budget participatif. Est-ce que vous êtes à 1 ou là, vous ne connaissez rien du tout? Vous êtes un expert, vous êtes à 5. Vous êtes un expert du budget participatif. Et pourquoi vous avez souhaité participer à la démarche? Qu'est-ce qui vous a interpellé? Donc, je prendrais peut-être quelques réponses. Peut-être, est-ce que certains sont ici pour la première fois, qui parlent pour la première fois à l'équipe du projet Vivre et vieillir ensemble dans nos quartiers ruraux et qui aimeraient se présenter pour qu'on puisse apprendre à se connaître? Isabelle? Je vais me démuter. Non, c'est ça, là, je vois juste le partage puis 3-4 visages que j'essaye. Oui, ben allô, moi, c'est Isabelle Talbot. En fait, je suis comme un mix entre citoyenne, représentante, organisme, parce que dans le fond, je suis travailleuse de rang. Fait que je suis vraiment touchée par tout ce qui est au niveau de la ruralité, parce que les personnes que je rejoins qui sont dans les rangs sont pas beaucoup dans la ville. Fait que je trouvais que c'était super bien comme projet, puis je m'étais dit, je vais voir ce que je peux faire justement pour... je m'étais dit, pourquoi pas voir qu'est-ce que ça peut donner en cas que ça pourrait être bon pour mes agriculteurs. Ouais, vous êtes la bienvenue ici. Vous êtes à la bonne place. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait... Anaïs? Oui. Oui, ben bonjour, Anaïs Thibodeau. Je travaille pour le bureau de Sébastien Lemire depuis quelques temps. Un peu comme Isabelle Talbot, je viens du milieu agricole, puis en fait, jusqu'à il y a 2 mois, je travaillais avec la relève agricole de la région. Donc, c'était un mélange d'intérêt à savoir c'était quoi exactement le budget participatif. Là, je vous dirais, mon niveau de connaissance est peut-être à 0.5 actuellement. Donc, Okay. je suis ici aujourd'hui pour prendre des notes puis vous écouter parce que je trouve ça intéressant. En fait, ça avait vraiment l'air intéressant. Donc, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui avec vous. Okay. Donc, 0.5, c'est pas 0, mais c'est pas 1. Donc, on parle de loin. C'est bon, c'est à la bonne place. Bon, bonjour, M. Lemire. On vous a vu apparaître quelques instants. Vous nous avez fait un coucou. Je vais juste faire le clin d'œil à Anaïs. Effectivement, je vous écoute tout en tentant de faire autre chose qui n'est pas optimal. Oui. Mais bon, je vais prendre le temps de réfléchir. Moi aussi, comme Isabelle, je suis un peu entre un citoyen et un représentant d'un organisme comme député fédéral, mais je me suis intéressé à la démarche quand j'étais à Montréal. J'ai travaillé à l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. C'est des réflexions qu'on a faites aussi. Je travaillais comme agent de participation citoyenne au Forum Jeunesse. Donc, c'est des démarches qui nous avaient intéressés là-bas. J'ai eu la chance de collaborer un peu avec le Centre d'écologie urbaine. Oui. Et donc, comme député, bien, forcément, ça m'intéresse la question de la ruralité particulièrement. Évidemment, notre région, elle est très riche de sa ruralité, mais en même temps, j'ai l'impression que elle n'a pas été développée à son plein potentiel au cours des dernières années. Et ça m'intéresse de voir comment on peut être capable de la revitaliser. Et une démarche comme celle-là fait peut-être partie de la solution, assurément. Fait que c'est pour ça que ça m'intéresse d'entendre ce qui se dit aujourd'hui. Merci. Merci. Lise. Oui. Moi, Lise Dubé, je suis nouvellement membre du comité famille aînée de la ville de Rouyn-Noranda. Je représente les aînés. Je n'ai aucune connaissance de ce dont il va être question aujourd'hui, mais je souhaitais participer à la démarche pour entendre les idées, parce que je suis une aînée aussi, et puis ça me fait très plaisir d'être là. Ça nous fait plaisir que vous soyez là. Merci. Danielle. Bonjour, Danielle Dupuis, directrice du transport adapté à Rouyn-Noranda. Écoutez, au niveau du BP, je n'ai pas grande connaissance, mais au niveau des demandes et des besoins, je sais comment ils sont criants. Fait que c'est pour ça que j'y participe aujourd'hui.
C'est super. On a hâte de vous entendre là-dessus. Est-ce qu'on a une autre intervention ou on passe à la partie information? On va continuer. Donc, merci beaucoup de vous être présenté, prêté au jeu. Donc, un budget participatif, c'est quoi? On dit que c'est une démarche démocratique décisionnelle où la population décide comment sera dépensée une partie d'un budget. Normalement, on dit un budget public parce que c'est souvent les villes qui vont mettre de côté leur budget, donc le budget public, une partie de leur budget, c'est toujours une partie, pour que la population décide comment le dépenser. Comment la population décide ça? Bien, en fait, la population va proposer des projets qui pourraient être financés par ce montant-là et ces projets-là seront soumis au vote populaire et la population va donc voter et prioriser par le vote certains projets. Donc, ça a émergé des villes. C'est né à Porto Alegre, au Brésil, en 1989, le budget participatif. Ça s'est répandu dans plusieurs villes dans le monde, mais tout budget peut être mis de côté pour faire une telle démarche. Donc, aujourd'hui, on a un budget participatif qui émerge plutôt d'un organisme, d'une alliance. Donc, l'équipe VV-EQR a mis un budget de côté. Donc, on n'est pas ici au niveau d'un budget public. Donc, ça peut être des organismes, ça peut être des villes, ça peut être une école. Donc, une école qui décide de mettre une partie de son budget de côté pour que les enfants décident comment le dépenser. Par exemple, pour un nouveau jeu dans la cour d'école, par exemple. Donc, tout type de budget, une partie pourrait être mise de côté pour que la population, les membres, les participants décident comment le dépenser. Et on dit que c'est décisionnel parce que le vote doit être respecté. Quand on est au niveau des villes ou des organismes, mais le vote est décisionnel. L'institution qui a mis de côté son budget doit respecter le vote et réaliser les projets qui ont été votés. Donc, on est à un haut niveau d'influence pour la population envers sa ville ou l'organisation qui a mis son budget de côté. Donc, on n'est pas juste en train de consulter. Vraiment, il y a un niveau d'influence très intéressant dans le budget participatif. Donc, je vais vous présenter les grandes étapes du budget participatif. C'est une méthodologie qui est partagée à l'international et qui doit être adaptée à chaque territoire, à chaque ville ou à chaque organisme qui le met de côté. Donc, ça, c'est les étapes générales et parfois, elles vont être faites différemment d'une démarche à l'autre. Donc, en général, le budget participatif, ça commence par une phase de préparation. Donc, souvent, c'est fait avec un comité qu'on appelle le comité de pilotage qui accompagne la ville ou l'organisme à créer les règlements de la démarche. Qui va pouvoir participer? Est-ce que c'est tout le monde ou, par exemple, les 18 ans et plus? Est-ce qu'il y a une thématique particulière comme aujourd'hui, on est sur le vivre et vieillir ensemble dans nos quartiers ruraux, mais ça aurait pu être l'environnement. Ça aurait pu être une question sociale, par exemple. Donc, on prépare le processus, on crée les règlements et Kathleen a présenté les membres du comité de pilotage tout à l'heure. Donc, le budget participatif Vivre et vieillir ensemble dans le quartier ruraux ont un comité de pilotage qui a aidé à penser la démarche. Ensuite, la démarche est lancée, comme ce qu'on fait aujourd'hui avec vous, et la première étape est la proposition d'idées. Donc, pendant un certain temps, la population est invitée à soumettre des idées. Ensuite, ces idées-là sont analysées pour savoir si elles respectent les règlements de la démarche. Je vais vous présenter nos critères à nous tout à l'heure. Et puis, celles qui sont jugées admissibles sont travaillées et sont développées en projet. Puis, il y a une autre analyse pour être certain que ces projets-là sont vraiment réalisables à l'intérieur du budget qu'on a mis de côté, techniquement, légalement. Puis,
et créer la liste des projets qui sont soumis au vote populaire et le vote est tenu. Le vote priorise quelques projets qui vont être réalisés. Ça dépend, le nombre, ça dépend du budget qui a été mis de côté. Et ensuite, donc, l'institution qui a mis son budget de côté réalise les projets. Et souvent, il y a une évaluation qui est faite en continu tout au long de la démarche pour permettre une amélioration de cycle en cycle. Parce que le budget participatif, c'est un cycle. L'idée, c'est que ça ne se fasse pas juste une fois, que ça se répète dans le temps. Souvent, ça revient aux 2 ans, mais ça peut revenir à chaque année. Et elle évolue, cette démarche-là. Donc, il y a une évaluation qui est faite qui permet de faire des recommandations d'amélioration d'édition en édition. Je vais vous montrer un exemple. Donc, ça, c'est un exemple qui a été fait dans un arrondissement à Montréal. 150 idées ont été récoltées lors de la première phase de proposition d'idées. Il y a eu une première analyse des idées et il y a à peu près la moitié qui ont été jugées admissibles et qui ont pu passer à la phase suivante. À la phase suivante, les idées semblables ont été regroupées. Donc, il y a eu fusion d'idées, il y a eu développement d'idées et 20 projets d'intérêt collectif ont été développés, analysés. Et après analyse, il y a toujours certains projets qu'on se rend compte qui ne sont pas faisables finalement. Et 11 projets ont été soumis au vote. Et 4 projets ont été financés et réalisés donc, par l'arrondissement. Donc, on voit la logique du budget participatif. C'est vraiment une logique qui est collaborative. Donc, la population travaille à soumettre des idées et à développer des projets. Parfois, c'est la population qui développe les projets, parfois, c'est la ville ou l'organisme. Mais il y a une collaboration entre la population et l'institution pour créer des idées, développer des projets qui sont d'intérêt collectif, qui ont un impact pour transformer nos milieux de vie. Et c'est un effet d'entonnoir. Donc, on collecte un certain nombre d'idées, on regroupe les idées semblables pour faire des projets d'intérêt et on analyse, savoir quelles idées respectent les règlements. Et ça crée un effet d'entonnoir pour arriver avec un certain nombre de projets sur le bulletin de vote. Donc, c'est une collaboration et un effet d'entonnoir, la logique du budget participatif. Maintenant, je vais céder la parole à Kathleen qui va nous présenter plus précisément le budget participatif Vivre et vieillir ensemble dans nos quartiers ruraux. Oui, bien, merci bien, Anne. On l'a vu ici, le budget participatif a quand même une réputation mondiale. C'est quand même un levier qui est là pour aider les communautés, les collectivités à soumettre et on peut dire à prendre à reprendre un certain pouvoir sur les décisions qui se prennent. Donc ici, dans le cadre du budget participatif VVEQR, on voulait vraiment s'inscrire dans ce contexte-là, de redonner aux gens qui habitent les quartiers un moyen pour mettre en place des idées puis contribuer. Donc, on se rappelle, la phase 2 nous a amené à identifier, puis Daniel l'a nommé tantôt, on les connaît, les besoins, il y en a qui sont criants et tout ça, tout dépendamment des champs d'action, mais on a quand même des solutions qui sont déjà en place ou des personnes qui ont de ces idées, puis on se rendait compte qu'elles avaient seulement besoin d'être appuyées. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là que le budget a été mis en place comme un moyen de rendre des fonds disponibles pour soutenir des projets collectifs. Et dans notre cas, au détriment du budget qui est plus dans une ville, dans notre cas, on veut que ces projets-là collectifs viennent favoriser le maintien des aînés dans leur quartier. Aussi, le budget participatif, c'est quoi? C'est un outil, c'est un levier pour permettre aux personnes aînées, supportées par des gens autour d'eux, de proposer des solutions qui les inspirent. Donc ici, ce qui est innovant dans le budget participatif VVEQR, puis Anne l'a mentionné, normalement on voit ça dans des villes, c'est qu'on renverse
le pouvoir, si on peut dire. Donc, au lieu d'arriver puis d'avoir la ville ou les organismes qui descendent en bas avec leurs idées, puis ensuite, on demande l'avis aux gens du milieu, bien, nous, on dit, c'est quoi vos idées? Puis nous, on va aller chercher, on va vous soutenir pour aller chercher les organismes, pour les mettre autour de vous, puis vous aider à développer ces projets-là et ces idées-là. Et ici, donc, c'est pourquoi, c'est que oui, il y a les organismes communautaires, oui, il y a les acteurs publics, municipaux et tout ça qui vont pouvoir contribuer, mais il y a également toutes les autres personnes qui habitent, qui vivent dans ces quartiers ruraux-là, qui peuvent être amenées à contribuer pour améliorer la qualité de vie du milieu. Et c'est un aspect ici qui est important parce qu'on l'a dit, la ruralité, hein, le député l'a nommé, oui, on a certains milieux qui se sont dévitalisés, mais ce n'est pas nécessairement parce qu'il y a faute de personnes pour le faire, mais des fois, c'est la faute de moyens financiers, la faute de gens ou d'organismes prêts à les soutenir. Donc, c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on veut insérer le budget et contribuer éventuellement à, oui, le maintien à domicile des personnes, mais vivre et vieillir. Tu sais, donc, oui, on vit avant de vieillir hein, aussi. Donc, on se rend compte qu'il y a des besoins qui sont là, pas nécessairement, oui, pour les personnes âgées, mais qui peuvent répondre à d'autres besoins pour d'autres personnes qui habitent ces milieux ruraux-là. Donc, on veut vraiment s'inscrire dans cette lignée-là avec notre budget participatif. Ensuite, si on regarde pour la prochaine, oui, pour le calendrier, Anne, hein, si tu veux le présenter. Donc, je vous ai présenté les étapes tout à l'heure. Donc, on va vivre les mêmes étapes que celles que je vous ai présentées. Donc, vous les avez ici dans le calendrier, qui se retrouve aussi sur le site, si jamais c'est un peu flou en ce moment. Donc, la collecte d'idées a débuté en décembre dernier. Il y a eu un délai pour faire le lancement, mais ça a débuté en décembre dernier. Donc, il y a déjà quelques idées qui ont été reçues et elle aura lieu jusqu'à la fin mars. Pour l'instant, c'est le 25 mars, la date qui est visée, la date limite pour soumettre vos idées, mais ça pourrait être un peu prolongé. Donc, on va vous poser quelques questions à la fin pour voir qu'est-ce que vous pensez de cette date-là. Ça pourrait être prolongé, mais pour l'instant, ce qui est visé, vous avez jusqu'au 25 mars pour soumettre vos idées. Donc, en avril, va débuter l'analyse de ces idées-là par le comité de pilotage. Puis, c'est en avril, vers la fin avril, que vont être annoncées les idées, quelles idées sont retenues pour la phase de conception des projets. Donc, il va débuter, c'est ça, fin avril. Donc, les porteurs de ces idées-là auront un mois et une semaine environ pour développer leur projet, leur idée en projet. Et donc, la deuxième analyse sur les projets va être début juin. C'est le comité de pilotage, encore une fois, qui va faire cette analyse-là. Et donc, il va créer la liste des projets qui vont être soumis au vote en juin. Puis, le dévoilement des résultats va être fait en juillet et débutera à partir de juillet la réalisation des projets. Restez à l'affût. On vous a mis le lien vers le site du budget participatif. Donc, c'est www.budgetparticipatif.com parce que c'est ça, ces dates-là pourraient être un petit peu modifiées, mais en général, va demeurer dans ces créneaux-là. Ce ne sera pas des grands changements. C'est pour permettre à l'équipe VVEQR qui est en train d'embaucher une ressource de s'ajuster. Voilà. Est-ce que, Catherine, tu voulais faire une précision? Ça te convient? Parfait. Je te poussais la parole sur le budget. Oui. Puis, oui, je pourrais faire la précision, c'est qu'on le sait, hein, que la situation de la crise sanitaire avec la Xème phase a fait en sorte que les quartiers ruraux, tout ce qui était activité où on aurait pu aller faire la promotion sur place, ça a freiné dans le fond la progression. Donc, effectivement, là, la date actuelle pour déposer des projets, ça va être le 23 mars, mais il est appelé à tout dépendamment des porteurs puis des questions qui pourront être posées. Il va peut-être avoir une prolongation là, si c'est nécessaire. Et c'est sûr que
on a actuellement des idées qui ont déjà été déposées, puis des gens qui sont intéressés là, à faire développer leur projet. Donc, de la manière dont c'est prévu, c'est des cycles. On appelle sur 3 ans, on appelle sur 3 cycles. Et nous, c'est un budget total sur ces 3 années-là de 3 cycles de 90 000 $. C'est un financement qui a été rendu possible grâce à la Fondation Beatty. Donc, chaque cycle va avoir accès à 30 000 $. Donc, au niveau des critères, on pourra voir que le maximum pour déposer un projet serait 30 $, mais tant et aussi longtemps que les projets qui vont être soumis ne dépasseront pas l'enveloppe, ils pourront être approuvés. Là, les détails pourront être précisés par la suite. Là. Mais c'est vraiment ici une alliance qui a été faite avec la Fondation Beatty pour vraiment soutenir des projets citoyens et avec une certaine carte blanche. Donc, tu sais, un chèque en blanc, comme on peut dire. Donc, tu sais, encore là, la Fondation Beatty amène une confiance en notre projet en disant, OK, vous avez une démarche qui est innovante, bien, tu sais, on vous remet 90 000 $ et on a confiance que vous allez être capable de soutenir des projets qui répondent vraiment à des besoins du milieu par le milieu. Donc, ici, comme parfois, hein, on a les gouvernements qui nous décident dans quel champ d'intérêt on devrait faire nos projets. On nous dit quelle façon ils devraient être faits et tout ça. Donc ici, encore là, on a carte blanche pour pouvoir poursuivre là, au niveau de nos projets. Et si on avait un cycle qui faisait en sorte qu'on n'avait pas notre 30 000 $ qui n'est pas dépensé, bien, à ce moment-là, il s'ajouterait sur le cycle suivant. Donc, ici, on parle d'un dépôt d'idées, les 5 étapes que Anne nous a montrées présentement, précédemment plutôt, là, les étapes qui nous ont été présentées. On est en train de faire un cycle, mais il y a un prochain cycle qui est prévu à l'automne, puis un autre cycle prévu pour 2023. Donc, on est dans notre premier test, si on peut dire, dans notre premier cycle de test. Ensuite de ça, je vais vous présenter les critères. Oui. Donc, je vais vous présenter les critères qui définissent quelles idées de projet on peut déposer. Ça peut faire beaucoup d'informations, donc je veux juste vous dire d'entrée de jeu, n'hésitez pas à déposer vos idées, même si vous n'êtes pas sûr s'ils respectent les critères. On vous invite à le faire, c'est très correct. C'est un apprentissage, le budget participatif, quand on le fait pour la première fois. On va apprendre d'une édition à l'autre. Il y aura 3 cycles. Donc, vraiment, limitez-vous pas à déposer vos idées. Le comité de pilotage va analyser, va s'occuper d'analyser, savoir si l'idée respecte ou pas les critères. Donc, si vous hésitez, on vous invite à soumettre pareil. Et vous pouvez toujours écrire, on va vous présenter le courriel plus tard à l'équipe VVEQR, Vivre et vieillir ensemble dans nos quartiers ruraux, pour poser des questions aussi là, sur les critères. Donc, je vous les présente. Donc, votre idée de projet doit avoir été soumise avant la fin de la période de collecte d'idées, donc pour l'instant au 25 mars. Restez à l'affût, la période pourrait être prolongée. Il y a un formulaire prévu en ligne. On va rentrer plus en détail là-dedans dans quelques minutes. Le projet doit s'inscrire dans une des priorités identifiées lors du Forum citoyen rural. Kathleen va nous en parler plus amplement dans quelques instants, mais le projet VVEQR s'inscrit dans une démarche plus grande. Il y a un Forum citoyen rural qui a été organisé pour relever les besoins prioritaires dans les quartiers ruraux. Et donc, on a émergé des priorités et il est souhaité que les projets répondent à l'une ou plusieurs de ces priorités. Donc, on va vous les présenter tout de suite après, mais vous pourrez toujours consulter là, la synthèse de ce forum sur le site du budget participatif. Et donc, ce qui est souhaité, c'est que les projets visent le bien commun, des intérêts qu'on dit collectifs. Donc, pas des intérêts individuels. On ne soumet pas un projet pour s'avantager soi ou un petit groupe de personnes. On cherche vraiment à avoir un impact là, au niveau des aînés des quartiers ruraux. Et donc, pas d'intérêt privé non plus. Ce sont des organismes à but non lucratif
ce sont des organismes qui vont être mandatés pour réaliser les projets, vous accompagner à réaliser vos projets si vous êtes un porteur de projet qui est priorisé par le vote. Et donc, il faut qu'il y ait plus d'un fournisseur qui puisse réaliser un projet ou que ce soit un organisme à but non lucratif où les projets doivent être réalisés par plus d'un individu. L'idée, c'est que si la personne, le porteur de projet ne peut pas réaliser son projet, mais que d'autres puissent le réaliser. On est vraiment dans l'esprit que c'est des projets collectifs. On n'est pas dans un esprit entrepreneurial. C'est ce qu'on veut dire. Ce n'est pas moi, je mets de l'avant mon idée, mon entreprise. On est vraiment dans un esprit de projet qui bénéficie à la collectivité, que si je ne peux pas réaliser, peut-être quelqu'un d'autre pourrait le réaliser. C'est l'idée qu'on trouve bonne. C'est la réponse aux besoins qu'on cherche. Votre idée doit impliquer une contribution maximale de 30 000 parce que c'est le budget maximal pour cette année-ci. Votre projet pourrait coûter plus que 30 000 mais le budget participatif ne pourrait pas couvrir plus que 30 000 Donc, si des financements complémentaires sont plausibles, votre projet peut coûter plus que 30 000 Le projet sera associé à un organisme. Donc, si au moment où vous déposez votre idée, vous n'avez pas d'organisme en tête, ne vous arrêtez pas. Durant le processus d'analyse et de développement des projets, si l'équipe VVEQR, le comité de pilotage, est capable de voir avec vous si un organisme pourrait vous accompagner ou le prendre en charge, ça sera pensé au cours du processus. Évidemment, on veut pas, les démarches de budget participatif ne veulent pas financer des projets qui existent déjà. Aussi pour respecter la mission des organismes qui existent déjà. Donc, pas de doublon de services dans un quartier. Par contre, si un projet est bonifié ou répliqué dans d'autres secteurs où ça n'existe pas, ça, c'est correct. Le projet doit avoir une durée de vie utile ou un potentiel de reproduction. Donc, l'équipe VVEQR souhaite vraiment avoir des projets d'intérêt collectif. Donc, va penser avec vous comment votre projet pourrait avoir un impact, pas juste dans le secteur que vous visez, mais peut-être dans un secteur un peu plus de secteurs. Donc là, si je donne un exemple, si vous proposez une conférence sur les saines habitudes de vie, celle-ci pourrait peut-être être enregistrée et diffusée dans d'autres quartiers. Si, par exemple, elle est diffusée à la bibliothèque, elle pourrait peut-être être diffusée dans d'autres bibliothèques ou dans d'autres centres communautaires, etc. Donc, c'est ça qu'on veut dire par durée de vie utile, potentiel de reproduction. Voilà. Donc, ça peut être des activités ponctuelles qui sont reproduites ailleurs. Ça peut être des projets plus permanents aussi. Puis, il est souhaité que le projet puisse démarrer dans l'année qui va suivre le vote, donc à partir de juillet, ou du moins la portion qui est financée par le budget participatif puisse démarrer dans l'année suivant le vote. Donc, quand c'est des projets de plus d'ampleur, il pourrait, par exemple, avoir la portion que va couvrir le budget participatif pourrait commencer comme, par exemple, si ça finance une étude de faisabilité, cette étude-là pourrait être faite ou des choses comme ça. Donc, le projet doit être conforme à la juridiction, aux lois en vigueur, aux règlements politiques. Ça, c'est assez une évidence. Donc, par exemple, une idée de projet alimentaire qui doit respecter les normes sanitaires de la MAPAC. Si c'est un projet culturel qui implique l'œuvre d'un artiste, l'artiste doit accepter de céder ses droits à l'équipe du projet VVEQR. Donc, par exemple, une murale, ça devient... l'équipe pourrait prendre des photos de la murale puis en faire la promotion, par exemple. Ça permet des choses comme ça. Est-ce que, Catherine, tu voulais faire des précisions? Je n'ai pas donné beaucoup d'exemples, mais on va avoir des exemples qui s'en viennent. Oui, effectivement. On peut poursuivre. Oui, on va avoir des exemples. Je pense que c'est bon sur ce que j'ai dit. Oui. Donc,
précédemment, on avait Anne qui nous parlait des priorités identifiées dans le cadre de notre projet lors du Forum citoyen rural. Vous savez qu'il y avait plusieurs besoins qui avaient été identifiés à travers le projet de recherche-action. Il y en a plusieurs qui sont nombreux. Mais lors de notre Forum citoyen rural, on a vraiment eu des gens qui se sont positionnés par rapport à ce qui était prioritaire pour eux et ce qui était essentiel pour favoriser le maintien des gens dans leur quartier. Donc, ici, ces catégories de besoins-là ont été réparties en 3 degrés d'importance d'agir, si on peut dire. Donc, il y avait le important et urgent là, qui mise sur des actions à court terme. On avait également le important qui est plus des actions à moyen terme, excusez-moi, et aussi des besoins qui étaient importants, mais pas nécessairement urgents, où on peut peut-être déléguer ces activités-là à des organismes dans le milieu qui pourraient venir combler ces besoins-là. Donc ici, c'est certain que lorsqu'on parle de priorité, la santé est ressortie comme étant prioritaire, mais également les services et les soins de base. Donc ici, on parle vraiment d'avoir accès à de la nourriture, avoir accès à ces médicaments. On parle également de différents services là, qui peuvent nous aider dans notre quotidien, là, qui ne concernent pas nécessairement l'entretien, mais les soins de proximité, ces choses-là. L'information et la sensibilisation est également une priorité qui est ressortie comme importante et urgente. Donc, les gens n'utilisent pas les services parce que parfois, ils n'ont même pas l'information sur ce qui est là. Également, d'autres aspects qui ont été identifiés comme importants, l'habitation, avoir accès à une alternative lorsqu'on ne peut plus rester dans sa maison. Également, le transport, de favoriser le transport collectif, le service de navettage lorsque les gens quittent perdent leur permis de conduire ou lorsqu'ils ont besoin d'accompagnement. Le réseau de soutien également, davantage de présence pour assurer la sécurité des gens et sans aucun doute, là, les services d'entretien réguliers et occasionnels qui concernent tout ce qui est entretien ménager de la maison, mais également au niveau des ménages, mais également occasionnels lorsqu'on parle de menus travaux, de travaux saisonniers, les grands ménages, etc. Donc là, on voit qu'il y a un besoin qui est quand même important et on doit faire des mises en action à court terme. Et important au niveau des loisirs et des activités. Donc, pour pouvoir, le projet Vivre et vieillir s'inscrit dans une volonté de briser l'isolement des gens. Donc, c'est certain d'avoir accès à des loisirs et des activités à proximité de son domicile pour pouvoir socialiser, pour briser l'isolement. C'est quelque chose qui est identifié comme important. Au niveau de, si on poursuit, au niveau des activités, peut-être, lorsqu'on aborde certains sujets, nombreux ont été à dire que ce n'est pas avec un 30 000 $ qu'on peut mettre en place des gros projets. C'est pour ça qu'à certains égards, il y a des projets qui vont être plus de l'ordre de promoteurs avec de la concertation, mais les projets recherchés dans le cadre de notre projet Vivre et vieillir ensemble, ils vont concerner ici, si je vous donne des exemples, lorsqu'on parle de services, est-ce qu'on peut faire, et là, ça n'exclut pas que ça pourrait être éventuellement des modèles beaucoup plus d'ampleur, si on peut dire, ou entrepreneuriaux et tout ça, mais ici, il y a certains exemples qui peuvent être présentés. Donc, faire des préparations de commandes et avoir des réseaux de bénévoles ou de gens rémunérés qui vont faire des livraisons dans les quartiers. Ça peut être la même chose là, au niveau de soutenir des dépanneurs pour pouvoir mettre en place des comptoirs là, pour pouvoir avoir accès aux médicaments à proximité ou des services de livraison. L'aspect de bottin ou d'annuaire dans différents quartiers pour avoir accès à des ressources, c'est aussi un exemple là, qui est donné. L'aspect intergénérationnel est un élément quand même important. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas des projets de locaux jeunes qui voudraient s'impliquer auprès des personnes âgées pour rendre des services ou pour que ce soit aussi
ces services-là de proximité, mais également d'autres services de collecte et tout ça au niveau de l'entretien. Ça peut être au niveau des corvées de ménage extérieur. Donc, est-ce qu'on aurait parfois des démarches citoyennes qui peuvent être mises en place et qui auraient besoin d'un petit coup de pouce pour payer le gaz, les tondeuses, de voir qu'est-ce qui peut être fait. C'est un peu un exemple. Et c'est vraiment là, minime là, ce qu'on a réussi à les récolter parce qu'on le voit quand on s'est promené dans les quartiers qu'il y a davantage, beaucoup de gens ont des idées, puis ça, c'est super intéressant. Puis on ne veut pas que vous vous freiniez là, à ce qui est inscrit là parce qu'on le sait que c'est quand même intéressant. Au niveau de l'information, donc, tu sais, est-ce qu'on peut avoir l'accès à de l'information, à de la formation sur les technologies et tout ça? On sait que parfois, les bibliothèques le font par rapport à des bénévoles. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des organismes qui voudraient développer une offre puis la rendre accessible au plus grand nombre possible? Donc, ça, c'est un aspect. Aussi, organiser des rencontres d'information, des sessions d'information sur différents sujets, tu sais, que ce soit avec des intervenants, que ce soit avec des professionnels. Tantôt, on avait Anne qui disait est-ce qu'on peut organiser des activités dans certains quartiers? Mais peut-être qu'on pourrait le faire dans un quartier, mais qui pourrait être rendu disponible ou enregistré pour ensuite être diffusé aux gens pour conserver cette information-là. Donc, ça ici, c'est un autre exemple de projet. Si on poursuit au niveau d'autres exemples, au niveau des réseaux de soutien et de sécurité, mettre en place des groupes ou des campagnes d'appel, comment ça va, mettre en place des réseaux pour que les gens puissent se parler ou faire des visites d'amitié, faire des comités locaux. Il y a des bonnes, excusez-moi, on avait des gardiennes de nuit en cas d'urgence, mais des citoyens de garde. Il y en avait qui disaient ça, que des plus jeunes pourraient peut-être se montrer disponibles si parfois il y avait des gens qui étaient en convalescence ou des choses comme ça. Donc, mettre en place une brigade, aussi impliquer les plus jeunes. Donc, ici, ce sont des réseaux vigilance solidaires, donc par le biais de comités locaux. Ce n'est pas nécessairement écrit, mais c'est un autre exemple qui est nommé. Aussi, les loisirs et les activités, qu'est-ce qui pourrait nous offrir des cours, des Zumba, l'étirement? On a aussi, s'il y a des bénévoles qui veulent mettre en place les programmes Vie active. Donc, on voit qu'il y a quand même plusieurs projets qui pourraient émaner de la collectivité puis qui pourraient être supportés là, par le budget participatif. Puis un exemple ici, créer un endroit pour briser la solitude. Donc ici, on voit qu'actuellement, on a des quartiers qui n'ont pas nécessairement des lieux de socialisation comme des restaurants ou des choses comme ça, mais on le voit que les gens aimeraient ça se rencontrer. Et aussi, à certains égards, on voit que oui, on l'a noté dans notre forum, puis les gens nous l'ont rappelé, oui, c'est beau l'implication bénévole, mais à un moment donné, il y a des gens qui s'impliquent. Est-ce qu'on pourrait peut-être rémunérer des gens pour être présents puis offrir des services? Donc, c'est un coup de main qu'on peut donner dans le cadre de même, dans un cadre comme celui-là, excusez-moi, pour mettre en place des différents services ou répondre aux besoins. Je crois que c'est pour les idées, on le dit, hein, il y en a davantage, elles sont illimitées, si on peut dire. Donc, c'est une façon pour les milieux, puis on va pouvoir le présenter dans la prochaine section, de pouvoir amener des idées, de les bonifier, puis de voir qu'est-ce qui est possible là, de mettre en place à court, moyen et long terme. Donc, ici, est-ce que jusqu'à maintenant, concernant le budget participatif comme tel, est-ce qu'on a des questions qui émergent de l'audience? Vous pouvez lever la main numérique ou si vous n'êtes pas capable, faites-nous signe, aussi on va surveiller. Isabelle. Oui. Salut, bon. En fait, c'est ça, je vais poser une question, c'est que tantôt, je l'ai vu, doit pas, en tout cas, les critères, là, ne doivent pas être tout simplement pour un petit nombre de personnes. En tout cas, je sais trop comment c'était écrit, là. Ne serait pas d'intérêt privé aux besoins collectifs, ne pas avantager un trop petit groupe de personnes. Moi, c'est sûr qu'en représentant les producteurs agricoles, puis eux, ils vivent beaucoup d'isolement, ils travaillent beaucoup, puis tu sais, des fois, juste un petit brunch en dessous
d'un chapiteau une fois par 2 semaines, mettons, ça ferait comme tu jases entre eux autres. Je dis ça de même, là, mais peu importe. Là, puis moi, j'arrive, puis là, je parle un peu de la santé psychologique, puis tout ça. Bon. Ça, c'est le genre d'affaires que je fais, ça. Mais c'est quand même 50 à peu près ferme. Ça veut dire que c'est 50 familles. Si tu fais 50 fois 4, c'est 200 personnes. C'est-tu trop petit pour être dans un projet? Ça va-tu compter dans ne pas avantager un trop petit groupe de personnes? Je vais laisser Kathleen préciser, mais est-ce que ça peut être aussi inviter tout le monde tant qu'à organiser un tel genre d'événement? Est-ce que ça peut être ouvert à tous? Oui, ben c'est ça. Moi, quand je fais ça, ça dépend du but. Des fois, c'est entre adultes, mais tu sais, t'arrives, puis les enfants sont invités pour être sûr que les parents puissent venir aussi. Là, c'est comme. Puis, tu sais, il y a les gens peuvent venir, là, mais oui, tu sais, ça peut être ouvert à tous quand même. Dans ce sens-là, Kathleen, qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, on peut aller dans le très pointu ou on peut y aller dans le plus vague. Puis j'irai avec Anne tantôt lorsqu'elle nommait, tu sais, ça peut être intéressant d'avoir l'idée puis de voir comment on peut faire pour l'alimenter. Parce que d'une part, là, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a la même idée qui peut-être vous pourriez vous mettre ensemble pour répondre aux besoins? Ce serait une première ébauche de réponse. Sinon, le petit nombre, on disait, le petit nombre, c'est variable parce que tu dis une cinquantaine d'agriculteurs et leurs familles, ben, je pourrais avoir le même ratio de personnes à relais dans un club l'âge d'or qui est plus restreint, puis ce serait, c'est quand même les aînés d'un quartier. Donc, je pense que c'est relatif, puis c'est à évaluer en fonction de qu'est-ce que ça peut atteindre. Et l'aspect important, c'est que la démarche que toi, tu vas faire pour monter ton projet, là, bien ça, là, pour nous, là, c'est un résultat. Donc, si jamais j'ai quelqu'un dans un autre quartier qui veut faire la même démarche, là, bien, tout ton plan d'action que tu vas avoir pu bâtir pour monter ton activité et tout ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir, on dit la transférabilité. Donc, on va peut-être te permettre à toi de faire pour ce petit groupe-là une activité X, mais on sait qu'on pourrait utiliser tout ton processus pour le mettre en place ailleurs, puis on ferait gagner du temps à d'autres personnes ou à d'autres groupes. Donc, tu sais, il y a ces volets-là qui sont à mettre en place. Et comme on nommait tantôt, est-ce qu'on pourrait peut-être filmer ta conférence sur le soutien psychologique ou peu importe, ce serait quelque chose qui serait à mettre en place là, comme ça. C'est modulable, je te dirais. Si je peux préciser, puis je te recède la parole juste après, Isabelle, quand on est au niveau des villes, ce qu'on se dit souvent, ce n'est pas tant au niveau du nombre, là, c'est, par exemple, si on passe un module de jeu pour enfants en situation de handicap, ça peut sembler viser parfois un petit nombre dans un quartier, mais en fait, quand tu fais un module de jeu adapté, tous les enfants peuvent jouer. Il n'y a aucune barrière, les enfants ne s'en rendent même pas compte. Donc, même si c'était pensé pour quelques jeunes dans un lieu précis, ça bénéficie à tous les jeunes. Donc, il n'y a plus de limite à ce niveau-là. C'est ça, c'est de penser comment ça peut être rendu accessible à un plus grand nombre. C'est ça l'esprit, dans le fond. Ce n'est pas tant au niveau du nombre là, qu'on vise, mais c'est ce qu'on peut l'ouvrir, faire baisser des barrières pour qu'un plus grand nombre en bénéficie. Un peu comme une sensibilisation, parce que ça, c'est un volet que j'essaie. Justement, des fois, je commence à avoir moins de temps. Là, bon. Mais tu sais, justement, tu fais cette activité-là, mettons, puis bon, ben il y a des agriculteurs et leur famille, puis là, ça permet qu'ils peuvent parler entre eux autres, puis ils peuvent aussi, tu sais, faire la sensibilisation de c'est quoi pour vrai l'agriculture. Fait que là, ça permet qu'ils se parlent tous entre eux autres. Fait que là, celui qui travaille du matin au soir, ben la demi-heure, en heure qui est là, ben il est capable de jaser c'est quoi sa job, puis il aime ça. Fait que là, ça permet qu'un autre comprend c'est quoi sa réalité. Fait que ça c'est une autre partie de ma job aussi, dans le fond. Là. Ça me fait penser à ça. Ça part tout ça, là, mais c'est ça. Mais parfait, je vais tout cojeter ça, mais c'est... Merci. Ben oui, c'est intéressant de voir les impacts que ça peut avoir aussi après ça quand on l'ouvre à d'autres, puis comment ça peut créer des maillages. Merci, Isabelle. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? Vous avez tout compris. Maintenant, votre niveau de connaissance est 5 du budget participatif. Manon. Désolée, bonjour.
le budget participatif, le montant de 30 000 est-ce que les projets peuvent être échelonnés sur les 3 années? Exemple, on a un projet de 6 000. Est-ce qu'il peut y avoir par phase d'une année à l'autre 2 000 la première année, 2 000 la troisième année? C'est-tu quelque chose qui est envisagé dans ce genre de système-là? Ben, Normalement, oui, vas-y. ben, normalement, quand on est au niveau d'une ville, c'est vraiment un budget pour une édition. Kathleen, je ne sais pas si tu veux. Il n'a pas été pensé comme ça, Manon, de cette façon-là. Donc, on voyait vraiment une volonté de boucler le projet, mais il n'y a rien qui pourrait dire que le budget, le premier 2000 pourra être un levier pour aller chercher d'autres financements. Puis c'est certain que ça, c'est quelque chose on doit aussi voir à la pérennité de ces projets-là. Donc, si le premier 2000, c'est une façon d'aller chercher les autres 2000 par la suite, il peut être présenté comme sur 3 phases, mais venir chercher un financement. Puis ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se représenter l'année d'après également. Oui, ben parce qu'un projet peut être échelonné sur 3 ans, puis si tu ne peux pas réaliser, si on peut penser par phase, ce serait intéressant. Oui, mais un bon point, Manon. Une autre question, je peux-tu? Oui, absolument. J'ai peut-être pas bien compris, mais les projets, est-ce que le pourcentage de financement dans ce type de projet-là, ça va jusqu'à 100% des dépenses? Oui. Merci. Il y a vraiment cet aspect-là, Manon, là, comparativement à d'autres. Ce n'est pas une obligation d'avoir un pourcentage là, de financement qui provient d'une autre source ou en nature. On voulait vraiment permettre de la concrétisation de projets à même le budget. Puis, dernière question, est-ce que, mettons, le comité ou ce budget-là, l'objectif, c'est-tu de faire un gros projet bien hot de 90 000 ou plein de petits projets partout pour avoir du fun partout? C'est drôle la façon dont je l'explique, là, mais je pense que tu me comprends, Kathleen. Oui. Est-ce que tu veux que j'y aille? Oui. Est-ce que moi, je pense qu'on veut mobiliser le plus grand nombre de personnes possible et c'est certain qu'à travers le budget, les étapes, là, combien qu'on va recevoir d'idées, ça, c'est une première question. Combien le comité pilotage à travers, il y a des critères ici, mais le comité pilotage va quand même avoir une grille pour évaluer, puis on va être soutenu par l'organisme, là. Donc, ça va être une deuxième étape, puis il y en a d'autres qui vont être développées. Mais au final, qui va choisir? C'est les citoyens. Ils vont-tu choisir de financer un gros projet de 30 000 ou ils vont décider, il va y avoir une façon de déterminer au niveau des, le vote va être par priorisation, là, 1, 2, 3. Donc, c'est les gens qui vont le décider. Pour nous, c'est vraiment ça ici. La décision, ça revient aux citoyens. Ben, merci beaucoup. Et souvent, sur les bulletins de vote, on voit des différentes ampleurs de projets, des budgets plus ou moins grands. Puis c'est vraiment le vote qui détermine est-ce que c'est un projet qui est réalisé ou 2, 3, 4, dépendamment des budgets. François. J'ai peut-être une mini-question justement pour vous, Mme Gauthier. On peut se tutoyer. Oui, on peut. Je voulais juste voir, dans l'expérience que tu as fait de l'accompagnement pour d'autres budgets participatifs, souvent, est-ce que les projets se pérennisent dans le temps ou, dans le sens où, si on veut partir un projet ici, là, on a du financement, mais là, l'année d'après, bon, c'est sûr, c'est toujours le nerf de la guerre, la pérennisation, mais juste peut-être pas aller dans le fin tuning, là, mais c'est quoi le taux peut-être de pérennisation, dépendamment de la nature, bien entendu, du projet? Au niveau des villes, il y a 2 types de projets qui peuvent être réalisés. Ça dépend d'où vient le financement. Les villes, ils ont 2 types de budgets. Selon quel budget ils mobilisent, ils vont financer des types de projets différents. Donc, il y a un budget qui est pour financer comme les aménagements dans la ville, ce qu'on parle. Donc, tout ce qui va être les infrastructures, construire la ville, construire une nouvelle place publique ou construire un terrain de soccer, puis tout ce qui est équipement, là, mettre des bancs, mettre des poubelles, des tables, mettre un but de soccer. Fait que ça peut être
un type de budget participatif qu'on va vivre. La population ne va que proposer des aménagements, des équipements, ou il y a ce qu'on appelle, quand les villes prennent dans leur surplus budgétaire, il peut y avoir des projets qui ont aussi des ressources humaines comme des opérations qu'on appelle. Donc, ça peut être, on n'est plus juste dans de la construction, on va être aussi, ça peut être des activités. Donc, un organisme reçoit, comme ici, là, aujourd'hui, un organisme peut être nommé pour réaliser un projet, donc va recevoir un financement pour réaliser le projet, qui peut avoir une portion d'équipement, qui peut avoir, par exemple, il peut avoir une petite serre qui est construite et l'organisme va donc gérer la serre avec le financement ou créer des ateliers éducatifs de sensibilisation. Donc, on a 2 types de budget participatif. Quand on est juste dans la construction, là, les infrastructures, ça se pérennise parce que c'est la ville qui est responsable de créer. Donc, elle crée l'infrastructure comme un nouveau terrain de volley-ball, une nouvelle place publique, un nouveau terrain de soccer. Donc, ça, c'est sûr que c'est durable dans le temps. Au niveau, quand c'est avec des organismes, quand il y a des budgets aussi de ressources humaines pour coordonner, gérer, entretenir un projet, bien là, le budget participatif donne un financement vraiment une fois qui peut s'étaler sur 1 an ou 2. Puis après, c'est à l'organisme de pérenniser le projet, de trouver des financements complémentaires ou qu'un autre organisme prenne le relais. Ça crée des projets pilotes. Donc, l'idée avec le budget participatif, c'est de créer des innovations, tester des nouvelles idées. Donc, je ne pourrais pas vous le dire parce que c'est récent, là, les budgets participatifs au Québec. Dans la dernière année, on a accompagné beaucoup de premières éditions. Donc, mais c'est ça, quand les villes font l'analyse pour savoir est-ce que le projet est viable, il est faisable avant de le mettre sur le bulletin de vote, ils font des démarches. Ils s'informent pour savoir est-ce qu'il y a vraiment des organismes qui sont capables de le prendre en charge, est-ce qu'il y en a plus d'un. Ils souhaitent que ça se pérennise, mais c'est ça, il faut que ça aille au-delà du budget participatif. Le budget participatif vraiment donne des financements par édition. Donc, je pense que ça répond à votre question. Très bien, oui, tout à fait. Ça m'éclaire un peu plus. Merci. Il y a un petit mot dans la conversation. OK, non, c'est bon. Est-ce qu'il y aurait une autre question avant qu'on passe à comment soumettre les idées? Ça semble bon. Il va y avoir une autre période de questions. Donc, la collecte d'idées. Qui peut participer? Bien, à l'ensemble de la démarche. On dit que c'est les citoyens âgés de 18 ans et plus qui habitent les quartiers ruraux de Rouyn-Noranda. Pour le vote, devront présenter une preuve de résidence. Donc, vous avez la liste des quartiers ici. Les projets qui vont être votés vont être supportés par des organismes du milieu qui vont agir à titre de mandataire, donc qui vont être responsables de réaliser le projet ou d'accompagner les porteurs à réaliser le projet. Donc, il peut, dans le fond, il pourrait y avoir des jeunes aussi qui soumettent des idées. Si une maison de jeunes, par exemple, voudrait soumettre des idées qui favoriseraient le maintien des personnes aînées dans leur milieu rural. Par exemple, si une maison des jeunes veut soumettre une idée de bénévolat des jeunes pour tondre le gazon, pour peindre des clôtures, pour aider, faire des petites livraisons, etc. Au niveau de la soumission d'idées, on n'est pas obligé de se limiter. On peut avoir moins de 18 ans. Parce que dans le fond, le porteur de projet, dans ce cas-là, pourrait être la maison de jeunes. Ce porteur de projet doit avoir plus de 18 ans ou être un organisme. Là, mais on peut quand même soumettre des idées si on n'a pas 18 ans. Tant qu'on a un intérêt envers la thématique, envers participer au maintien des aînés dans leurs quartiers ruraux. Donc, ça va être vraiment pour le vote, là, la réalisation des projets et le vote qu'on va être à 18 ans et plus. On pourrait, là, on a dit le mot citoyen, mais l'idée, c'est d'habiter dans les quartiers ruraux. Donc, on pourrait être un étudiant étranger qui soumet des idées, on pourrait être un nouvel arrivant
c'est ouvert. L'idée, c'est d'habiter dans nos quartiers ruraux. Kathleen, est-ce que ça te convient comme explication? Oui, puis ici, tu sais, on l'a nommé jusqu'à maintenant pour préciser, on est dans notre première tentative, tu sais, puis peut-être pour faire du pouce, on parle beaucoup du budget participatif comme étant d'un moyen qui s'installe dans les villes. Mais nous, on le fait au contraire. Donc, on le part de la base. Donc, ça peut être amené à changer. Et ici, ça se pourrait fort bien qu'on souhaite peut-être, si on demande aux maisons de jeunes de s'impliquer puis de nous soumettre des idées, bien, finalement, je me rends compte que ça serait peut-être intéressant qu'ils puissent voter eux autres aussi, puis qu'ils peuvent amener leurs amis à voter. Donc, tu sais, est-ce que ce ne serait pas justement une façon de les impliquer davantage dans la dynamique du quartier, là? Donc, tu sais, ça peut être appelé à changer à cet effet-là au niveau de l'âge, là. Ça pourrait être intéressant. Donc, ça, c'est toutes des réflexions, vu que c'est la première édition, qui vont se faire un peu en cours de route et pour l'édition 2 et l'édition 3. Comme je vous dis, c'est vraiment une adaptation à chaque territoire, un budget participatif et d'édition en édition. Je vais essayer de vous mentionner, on dit un organisme doit agir à titre de mandataire pour chaque projet qui va être réalisé, mais ça peut être des groupes citoyens légalement constitués aussi, là, les groupes de fermières, les cercles de fermières, des comités de développement aussi, là, tu sais. Dans le fond, c'est pas juste des voisins qui se regroupent ensemble, mais tu sais, quand on est légalement constitué, immatriculé, incorporé, ça fonctionne. Donc, le dépôt d'idées se fait via le formulaire qui est disponible. Donc, vous avez ici l'image du formulaire. Il est disponible sur le site Internet vveqr.budgetparticipatif.com. Vous pouvez le remplir en ligne. Vous pouvez l'envoyer par courriel aussi à vveqr@bénévolern.com, RN pour Rouyn-Noranda, si j'ai bien compris. Et donc, vous pourriez l'imprimer, le remplir à la main, après ça, puis l'envoyer par courriel, le scanner, l'envoyer par courriel, ça se fait aussi. Donc, quand vous arrivez sur le site du budget participatif, on vous a mis une image, vraiment sur la page d'accueil, après l'image, le bandeau. Vous avez donc à droite, là, si vous regardez la grosse flèche rouge, soumettre une idée, vous cliquez sur par ici, et là, on va vous demander de vous créer un compte, puis vous allez pouvoir remplir le formulaire. Donc, on vous demande votre prénom, votre nom, votre âge, adresse, quartier, téléphone, courriel, idée de projet. Donc, une description sommaire de votre idée avec l'aperçu approximatif des coûts, si vous êtes en mesure de le faire. Ce qu'on veut vraiment savoir, c'est que souhaitez-vous mettre en place? Que souhaitez-vous changer? On veut bien comprendre votre projet puis à quoi vous voulez répondre peut-être comme besoin. Vous allez trouver sur le site, comme vous le mentionnez, le résumé du forum, puis des priorités, vous pouvez y faire référence, quelles priorités vous visez, les besoins prioritaires qui ont été identifiés. Puis, si vous avez des documents complémentaires, vous pouvez les indiquer, c'est lesquels, puis les transmettre au courriel. Le rôle des organismes. Il y en a qui sont présents ici avec nous, ou le rôle des organismes ou des groupes constitués, les groupes citoyens constitués. Donc, vous pouvez accompagner l'émergence d'idées auprès de vos membres. On va vous expliquer, on a une formule d'activité pour faire émerger les idées qu'on va vous présenter. Vous pouvez accompagner vos membres pour déposer des idées sur le site. Pour la phase de développement de projet, vous pourriez accompagner certains porteurs à développer leur projet et éventuellement être nommé mandataire pour réaliser un projet. Donc, des outils à votre disposition pour faire ça. Vous avez le site Internet avec tous les détails de la démarche, le règlement, qui peut participer, c'est quoi les critères d'admissibilité des idées, comment le vote va être réalisé, puis tous les documents que je vais vous présenter ici sur le site. Donc, vous avez un document de présentation du budget participatif et du calendrier pour vous aider à en faire peut-être la promotion, à en parler à d'autres, à votre réseau. Vous avez un rapport synthèse du Forum citoyen rural dont vous avez parlé et un tableau synthèse des priorités qui ont été identifiées.
puis qu'on vous a présenté avec les exemples de projets. Et un guide d'animation pour animer une activité d'émergence d'idées avec vos membres ou avec vos voisins, vos amis. Un fichier, que je vais tout vous présenter ça, un fichier pour prendre vos notes si vous menez cette activité-là. Et vous pouvez utiliser cette présentation-là, on va la rendre disponible aujourd'hui, le PowerPoint, donc que vous pouvez utiliser pour parler du budget participatif. Et le courriel pour joindre l'équipe VVEQR pour toute question. Et aussi pour demander un accompagnement pour animer l'activité que je vais vous présenter. Donc, c'est une formule qui se fait en trois étapes. Donc, d'abord, comprendre le budget participatif. Donc, si vous animez une discussion, vous pourrez d'abord, comme je l'ai fait aujourd'hui, expliquer c'est quoi un budget participatif et c'est quoi le budget participatif Vivre et Vieillir ensemble dans nos quartiers ruraux. Vous pouvez utiliser cette présentation-là, comme je l'ai dit, pour le faire. Ensuite, vous allez pouvoir passer par un processus de brainstorming, d'idéation pour faire émerger des idées de projet qui favoriserait le maintien des personnes aînées dans leur milieu rural. Puis ensuite, on vous explique dans le guide d'animation comment choisir des idées que vous allez préciser, que vous allez pouvoir ensuite déposer par le formulaire en ligne. Donc, je vous le présente de façon plus macro, puis le guide d'animation rentre dans le détail dans chacune des étapes, comment le faire, on vous explique comment animer cette activité-là, quelles questions poser, quoi noter pour pouvoir mener cette activité-là. Puis, on vous le propose de faire cette activité-là en 3 formats. Donc, ici, j'ai repris à gauche, dans la colonne de gauche, les 3 étapes et celle où vous déposez les idées qui ont émergé via le formulaire en ligne. Mais vous avez le format 1 où, si vous voulez simplement accompagner une personne, vous pouvez l'accompagner de façon individuelle. On pense que ça pourrait prendre à peu près 45 minutes, incluant l'aider à déposer son idée en ligne. Donc, un 10 minutes pour lui expliquer le budget participatif, un autre 10 minutes pour rêver avec elle sur des idées de projet, un autre 10 minutes pour choisir quelle idée elle voudrait déposer. Si, par exemple, vous en avez pensé à 20, peut-être en choisir 1, 2, 3, les préciser plus en détail et déposer ses idées avec elle en ligne. Vous pouvez l'accompagner ou par écrit avec le formulaire puis le transmettre après au courriel. Vous pouvez faire l'activité en mode 1 heure, discussion collective, où là, on vous dit plus, c'est peut-être plus 20 minutes comprendre le budget participatif, répondre aux questions de vos membres ou de vos amis, collègues, etc. Peut-être plus un 20 minutes pour rêver les idées, un 20 minutes pour les choisir, quelques-unes et les préciser, puis un 15 minutes pour le dépôt, soit par idée ou en tout, selon l'ampleur de vos idées. Le formulaire n'est pas très long à remplir, donc ça peut aller vite. Et format 3, vous pouvez faire une activité plus longue de 2 heures, qui est la même, mais où on vous suggère de mettre plus de temps pour chaque étape. Donc, on est plus dans un 30 à 45 minutes par étape. Une fois que vous avez mené cette activité-là, vous pouvez transmettre les idées recueillies sur le site via le formulaire prévu à cet effet. Et dans le guide d'animation et dans le fichier pour prendre vos notes, on vous demande de nous dire qui a participé. On appelle ça des données de participation. Pourquoi on veut savoir qui a participé? Par exemple, tantôt dans le formulaire, on demandait votre nom, votre prénom, mais aussi votre âge, où vous habitez, etc. C'est pour savoir qui a participé et améliorer les stratégies de mobilisation de la population pour l'édition 2 et 3. Là, on veut savoir qui on a réussi à rejoindre et adapter les stratégies pour rejoindre plus de personnes aux éditions suivantes, pour vraiment que ce soit une démarche où tous participent, qui répond aux besoins du plus grand nombre. Donc, c'est vraiment pour savoir qui a participé dans un souci d'équité et d'inclusion, dans une perspective d'amélioration. Donc, c'est des questions simples sur combien de personnes ont participé, ils étaient dans quel groupe d'âge, des données comme ça. Donc, ces données-là, vous pouvez les transmettre au courriel VVEQR. Donc, avez-vous des questions? J'aurais peut-être pu vous montrer ça ressemble à quoi? Le fichier
d'idéation, peut-être ça serait bien. Est-ce que tu es d'accord, Kathleen, que je le montre, pour que ça devienne plus concret? OK, je vais juste changer mon partage d'écran, ça ne sera pas bien long. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voyez en ce moment. OK. Là, on voit seulement que la fenêtre avec le PowerPoint. OK, c'est bon. J'ai bien fait mon partage d'écran. Je vais pouvoir le recommencer. Ça s'en va. OK. On y est. Ah, je voulais. OK. Là, on voit toujours le PowerPoint. Ouais. Ah. Je vais recommencer. Oui, parfait. Est-ce que vous voyez le guide? Oui. Super. Donc, ça, c'est un guide d'animation qui est disponible en ligne. Animation d'une activité d'émergence d'idées. Donc, vous avez les objectifs. Est-ce que c'est assez gros pour tout le monde? Tu peux peut-être l'augmenter un petit peu. Ouais. Ça, c'est bon? Oui. Donc, c'est un guide d'animation qui vise à vous outiller pour animer un atelier d'émergence d'idées. On vous rappelle, c'est quoi le budget participatif? C'est ce qu'on vous a présenté. Les liens vers le rapport synthèse, où vous pouvez trouver les ressources à votre disposition, tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, le site Internet, le règlement de la démarche, document de présentation de la démarche, le tableau synthèse des priorités. D'autres liens pour en savoir davantage sur le budget participatif. Donc, il y a un site que le Centre d'écologie urbaine a créé, que vous pouvez visiter avec des vidéos, la documentation des projets inspirants sur le budget participatif. Donc, il y a des exemples au Québec, mais il y a des exemples ailleurs dans le monde, si ça vous intéresse. Il y a aussi un onglet qui est sur le réseau franco-québécois des budgets participatifs qu'on est en train de créer. Il y a un site sur les budgets participatifs en France. Il y en a un en anglais sur les démarches aux États-Unis que notre partenaire met en place. Puis l'organisme international dont je fais partie, dont je vous ai parlé, il y a plein de ressources sur la démocratie participative dans plusieurs langues, là, dont le français. Et là, le rôle des organismes et la population à chaque étape. Donc, les organismes versus la population. Je ne rentrerai pas dans le détail, je vais juste vous montrer la structure du document. Qui fait quoi à chaque étape? À la soumission d'idées, conception de projet, vote. Donc, on vous dit quand informer, mobiliser votre réseau, quand déposer des idées, quand le développement des projets, etc. Et ici, c'est le guide d'animation. Donc, on vous rappelle la nature des idées recherchées. C'est dans les priorités du forum. Formule de l'activité, celle que je vous ai présentée, soit un accompagnement individuel, un atelier court d'1 heure ou un atelier de 2 heures. Donc, vous avez à nouveau les formats que vous pouvez mettre de l'avant. Et ensuite, guide d'animation. Donc, pour la première phase, comprendre. Quel est l'objectif? C'est de présenter le budget participatif, s'approprier les étapes de la démarche, les critères d'admissibilité des idées. Ça peut durer entre 10 et 30 minutes. Vous pouvez cliquer puis utiliser la présentation PowerPoint de la démarche. Donc, vous avez des instructions, animer une portion d'informations, répondre aux questions qui pourraient être posées autour des éléments suivants. Quel est le territoire? C'est quoi le budget? Qui peut participer? Donc, il y a des précisions. Expliquer les critères d'admissibilité. Des informations complémentaires, c'est des questions demeure. Invitez vos participants à visiter le site. Prenez connaissance de la page de questions, foire aux questions. Vous avez des questions de relance à dire à vos participants. Après ça, la portion rêvée, l'objectif stimuler et favoriser l'émergence d'idées, de projets collectifs et rassembleurs. Vous avez un fichier. Vous allez pouvoir prendre vos notes. Je vais vous le présenter. Les instructions, c'est vraiment faire un remue-ménage sur des idées. Puis après ça, les noter dans la première colonne. Fait que vous avez des questions que vous pouvez poser. Quelles activités les aimeraient-ils faire, mais qu'ils ne peuvent pas faire pour stimuler l'émergence d'idées, par exemple? Vous avez toutes des questions. Et là, donc, ça ne sera pas gros. Là, je vous le montre en version Google, mais je pense, Kathleen, ça va être un fichier Excel qui est téléchargeable. Oui, c'est que ça ne sera pas ce format-là.
Donc, la première colonne, remue-ménage, vous allez pouvoir noter les idées. Par exemple, service de livraison. Vous pourrez les primer puis les remplir à la main. Choisir les idées. Donc, vous pouvez faire, ça va être un système de vote. Donc, ici, j'ai 5 personnes qui veulent cette idée-là. Ensuite, ma deuxième idée, j'en ai 3. Ma troisième, j'en ai 1. Et donc, ça vous permet de... On vous explique comment faire ce processus de vote-là. Donc, ça va pouvoir vous aider à déterminer quelle idée conserver pour les développer ensuite pour le dépôt. Donc, ça, c'est les mêmes questions que dans le formulaire en ligne. Description sommaire de votre idée. Que souhaitez-vous mettre en place ou changer? Donc là, vous pouvez, en discutant collectivement avec tout le monde, mais c'est quoi qu'on souhaite mettre? Donc là, vous faites une description qui est claire. Vous pouvez mettre approximativement les coûts 10 personnes bénévoles, donc 0 $. Bon, je vais faire des erreurs, là, c'est pas très grave. 10 personnes rémunérées à X $ de l'heure, ça fait un montant de à peu près. Tu sais, j'invente, ça va prendre tel type de matériel, une ressource de coordination. À peu près tout ça, ça pourrait valoir 15 000, 20 000, 5 000. Donc, vous pouvez mettre un budget total aussi, par exemple 5 000 $. Ça, c'est vraiment pour vous aider à prendre vos notes. Et ensuite, je vais masquer ça. Ensuite, le secteur que vous visez. Donc, vous pouvez nous préciser, est-ce que c'est un secteur ou plusieurs? Puis, est-ce que vous joignez des documents? Donc, vous pouvez écrire lesquels. Puis là, après, une fois que vous avez fini ça, bien, vous pouvez aller les soumettre via le formulaire en ligne, les documents à l'adresse courriel. Puis, vous avez les données de participation que je vous présentais. Bien, c'est quel organisme ou quel groupe citoyen, qui la personne contacte pour si l'équipe a besoin de vous rejoindre. Puis qui était présent, donc le nombre de participants, est-ce que c'était des femmes, des hommes, s'identifier autrement, est-ce que c'était quel groupe d'âge, là vous mettez combien de personnes, est-ce que quelle identité, par exemple minorité visible, personnes en situation de handicap, est-ce qu'il y a des personnes qui sont représentées dans ces groupes-là, puis comment vous avez entendu parler du budget participatif. Donc, c'est les outils qui sont vraiment à votre disposition pour faire des activités d'émergence d'idées. Que je vais remettre le PowerPoint. Avez-vous des questions pendant que je remets le PowerPoint? Oui, salut, c'est encore moi une petite question. J'essaie vraiment de voir comment que je pourrais faire. Puis j'ai déjà 2-3 personnes avec qui que je sais que j'aurais des choses pour être capable de pouvoir mettre un projet en place. En fait, tu dis que ça va vraiment dépendre là, qui va choisir, mettons. Là. Mais est-ce que toi, avec ton expérience, ça serait comme avantageux de dire, tu fais un projet, puis tu sépares, je ne sais pas moi, en 4 secteurs, puis tu dis que tu fais des activités pour les 4 secteurs. Tu sais, dans le sens que c'est plus avantageux des demandes par quartier ou ça peut être une demande comme interquartier, mettons. Tu me vois-tu assez clair? Oui, tu essaies de voir la stratégie pour avoir un projet qui soit le plus admissible. Oui. Kathleen, est-ce que... Bien, ça y va vraiment en fonction des critères. C'est certain que, tu sais, est-ce que combien de quartiers ça va viser? Ça fait partie des éléments qui peuvent être amenés à être pondérés. Donc, tu sais, le plus petit nombre possible. Donc, l'inverse, c'est le plus grand nombre possible. Donc, tu sais, si tu touches plus de personnes, tu sais, c'est un aspect qui peut être plus pondéré, si on peut dire. Oui. Puis, tu sais, comme tu l'as dit, tu sais, j'ai 2-3 personnes avec qui jaser. Tu sais, le guide d'animation, là, c'est vraiment pour aller chercher justement, tu sais, toi, tu parles des agriculteurs, mais ça, c'est un outil justement pour t'aider pour aller chercher le pouls. Tu sais, puis amener les gens aussi à soumettre des idées, que ça vienne d'eux aussi, ce qu'on met en place. Tu sais, des fois, comme organisme, on a une idée, mais c'est-tu vraiment ça que les gens ils souhaitent avoir? Donc, tu sais, ça peut aider dans ce cas-là à mobiliser davantage de personnes, tu sais.
Puis on l'a nommé que la relève agricole, c'est un des aspects qui a été renommé là, parfois comme étant un enjeu. Hein. Les personnes, les agriculteurs, lorsqu'elles vieillissent, ils voient l'enjeu de la relève. Donc, tu sais, ça peut être un aspect qui est discuté. Parfait, merci. Il y aurait d'autres questions? Peut-être, si je peux me permettre, tu en as peut-être jasé ou je l'ai peut-être échappé, mais en termes de reddition de compte, est-ce qu'il y a quelque chose à cet effet-là ou dans le sens où y a-t-il un formulaire à remplir, un bilan ou peut-être échapper ce bout-là? Non, on n'est vraiment pas rendu là. Puis à partir de ce moment-là, elle se veut vraiment minime. Tu sais, on le sait que tous les aspects de pourquoi que le formulaire, il y a 3 questions, c'est ça. Tu sais, pour simplifier le processus, notamment pour des bénévoles qui souhaitent s'impliquer. Donc, la reddition de compte, on va y être davantage en frais de processus puis tu sais, le processus comme résultat, si on peut dire que des grands, il y aura pas, il va en avoir, mais ça va être vraiment minime, là. C'est juste pour voir comment les actions, qu'est-ce qu'ils ont donné comme fruit, là, si on peut dire. Un budget participatif, ça fonctionne bien quand tout le monde s'implique à en parler, à le faire connaître autour dans leur réseau autour de soi. Donc, aujourd'hui, vous devenez un peu des ambassadeurs de la démarche si vous voulez bien jouer ce rôle. Vous êtes informés, donc on vous invite à en parler autour de vous. Vous avez accès à plusieurs documents là, pour en parler, vous aider. Donc, ça va beaucoup aider la démarche si vous... Ça peut être en parler à juste une personne, puis celle-ci va en parler à une autre personne, puis ça va faire un effet boule de neige. Donc, on vous invite à en parler autour de vous, à utiliser les outils disponibles. Puis, il faut également préciser, excuse-moi François, je vais te céder la parole après, on peut préciser que c'est peut-être un processus complexe, mais on est là pour accompagner les gens à soutenir. Donc, si vous souhaitez être accompagné pour animer une discussion de ce genre-là, vous pouvez faire appel à nous, là. Et le budget participatif va vraiment miser sur l'adhésion d'un plus grand nombre de personnes possible. Hein. On l'a dit, on veut mobiliser davantage. Donc, c'est le processus d'idéation est quand même important à cet effet là pour amener les gens à adhérer et adhérer ensuite aux prochaines étapes. Parce que quand va venir le temps du vote et tout ça, on peut déjà le sentir ou le voir qu'on a des quartiers qui sont davantage mobilisés. Bien, probablement que ça va avoir une réponse sur le nombre de votes que ces quartiers-là vont mobiliser. Donc, tu sais, il y a cette effervescence-là qui va émerger sûrement, là. François, tu avais la main. Est-ce que tu as toujours une? Oui? Oui, c'est ça. C'est sûr que les dates, ça s'en vient quand même assez rapidement. Puis je sais que le projet, quand même, est connu de plus en plus. Mais mettons, parce que tantôt, Kathleen et Anne, vous parliez peut-être que les dates pourraient être repoussées, mais ça serait en fonction de quoi, mettons, cette analyse-là. On s'entend que ça serait repoussé peut-être au max d'une semaine, mais ça serait selon Kathleen. Lorsque la rencontre va être terminée, on a des gens qui sont ici, qui sont porteurs de projets. Ce que moi, je souhaite, c'est de valider auprès d'eux, qu'est-ce que les gens en pensent. Il y a déjà des gens qui ont déposé des idées au mois de décembre, donc, je veux avoir ce pouls-là et on va apporter ça, on va valider pour ceux qui ont l'intention de déposer des projets aussi, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette date-là, puis on va apporter ça au comité de pilotage là, pour voir la suite, là. Donc, dans le fond, quand on va arrêter l'enregistrement, on aimerait vous poser la question, là, savoir qu'est-ce que vous en pensez. Avec juste quelques minutes. Lise? Votre micro est fermé, Lise. Excusez. Pour partager toutes vos informations, plusieurs des quartiers ruraux, ils ont des sites web, Facebook, des choses comme ça. Souvent, moi, j'essayais de partager des affaires, puis j'avais de la misère comme, il n'y avait pas d'éléments de partage. Je ne sais pas si dans votre site web, ça va être facilitant pour que je puisse partager des informations. Tu veux dire, il faudrait valider là, ce que tu nommes? Mais parce que des fois, je vais sur le site web, puis j'essaie de partager, mettons, je m'envoie sur le site VVEQR, puis j'essaye de partager, puis des fois, il n'y a pas le mot « partager ». Non, j'ai de la misère à le partager, mettons,
au site, mettons, de Destar ou de, je sais pas, mais Mécoiteur, s'ils ont un site web. On va je voir sais pas, à là. ajouter cette fonctionnalité-là. C'est un bon point Ouais, que tu amènes. ça pourrait être intéressant. C'est ce que Facilitant, je vous oui. dis, là, parce que ça faciliterait l'effet de partager soit des questionnements ou des éléments d'information. Merci. C'est une bonne idée d'intégrer les groupes Facebook des différents quartiers. C'est une belle idée. Donc, Kathleen va faire le mot de remerciement. On va mettre fin à l'enregistrement, puis on vous invite à rester pour justement vous demander qu'est-ce que vous pensez de l'échéancier, si jamais la date est repoussée, puis quelques questions. Je prendrai votre évaluation sur la rencontre d'information aujourd'hui. Donc, on va juste finir avec le mot de remerciement. Oui, donc, oui, c'est bon. Merci bien d'avoir été présent. Merci également de l'intérêt dont vous portez là, pour la démarche. Puis, merci également pour votre patience parce que c'est innovant, il y a des aspects à préciser, mais je vois qu'il y a quand même une volonté là, de vouloir utiliser ça comme processus puis y aller de l'avant. Donc, merci vraiment nos remerciements là, de vouloir être présents. Je sais aussi également que comme je l'ai nommé, il y a des gens qui ont proposé des idées, donc je veux quand même vous rassurer à l'effet qu'elles ne sont pas laissées, je veux dire, sont pas mises de côté. Là, il va quand même être présenté comme elles l'avaient été. Mais si vous souhaitez les bonifier à la suite des éléments, là, ou des outils qu'on vous a apportés, là, sentez-vous bien à l'aise, simplement nous aviser là, que vous voulez peut-être bonifier ou mettre à jour. Là, il n'y a pas de problème à ça. Et les nouvelles personnes là, peuvent également en soumettre. Donc, je vous invite à partager éventuellement là, au plus grand nombre de personnes possible. Et comme l'a nommé Anne, mais c'est en parlant qu'on va pouvoir faire davantage parler du processus. Là. Donc, merci bien à toutes, à tous, citoyens et organismes. Là, puis, ça va être au plaisir de vous reparler une fois l'enregistrement terminé. Mais merci à vous. Est-ce que tu avais un dernier mot de la fin, Anne? Non, Ça va tu peux pour faire toi? stop. Parfait. Tu peux faire stop.